aujourd'hui sur TV Goffin, pas de moto, non, pas de moto. Ah ouais, mais pourquoi pas de moto? Ça va être encore plus intéressant parce que je vous invite à venir voir un ouvrier qui s'appelle Monsieur Bonin qui travaillait au bureau d'études de chez Monet Goyon. J'ai été le rencontrer pour lui donner le tome 4 et puis de fil en aiguille en discuter. J'ai eu l'idée d'enregistrer quelques passages de notre conversation et c'était fort intéressant. Bon, on est parti. On est parti, Margot, on regarde Monsieur Bonin sur TV Goffin? Eh ben on y va, allez. Allez. C'est parti. Bon. Alors, donc le bâtiment qui reste encore, c'était le bâtiment administratif et le bâtiment du bureau d'études, où le bureau d'études avait une vue côté rue Rambuteau et côté arrière. Alors, en ce qui concerne le positionnement du bureau d'études par rapport à l'atelier de prototype, c'était vraiment à l'extérieur, vraiment au bout de tous les ateliers, de mécanique, de montage, et il était tout à fait au bout, de façon à ce que personne ne puisse y aller. Il était tout à fait au bout de ce grand bâtiment qui contenait évidemment absolument toutes les machines de construction, les machines outils, les ateliers de montage, les ateliers de peinture, absolument tout. Alors donc il fallait se taper, chaque fois que nous allions au prototype, il fallait se taper la montée des escaliers pour aller jusqu'au bout de ce bâtiment pour arriver à l'atelier de prototype. D'accord. Vous avez travaillé à la comptabilité? C'était au secrétariat. C'était au secrétariat. C'était mon premier départ de travail. Donc, ce que je voulais faire, c'est de la comptabilité. Ce que j'ai fait après dans une autre boutique. Mais là, c'était au secrétariat. Oui. Et le secrétariat, est-ce que c'est le bâtiment qui existe encore ou il n'existe plus, le secrétariat? C'est le Non, même. c'est le bâtiment qui existe encore. C'est le même bâtiment qui existe encore dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc il y avait le bureau d'études et le secrétariat qui était dans le même bâtiment. Le secrétariat était dans le même bâtiment. Enfin, il y avait le secrétariat du bureau d'études. Hein. D'accord. Alors qu'est-ce que vous avez eu comme Monet Goyon? Alors, ce que j'ai eu comme Monet Goyon, eh bien, c'est d'abord un S3G. Un S3G d'occasion parce que j'étais pas riche. Hein. C'était mal payé le bureau d'études? Comment ça, enfin, tout à fait au début, oui. On était mal payé, on était payé à l'heure déjà, hein, comme les ouvriers. Hein. Ah bon? Ah oui, bien sûr. Et quand on commençait au bureau d'études, moi je me souviens que j'avais une semaine de congé par an, hein, et je travaillais 55 heures par semaine. 55 heures par semaine. Et j'étais payé à l'heure. Et ceci pendant 6 mois, au bout desquels j'ai été mensualisé, comme n'importe quel technicien. Puis après, j'étais technicien, j'avais ma planche à dessin, je faisais mon boulot comme tout le monde. En ce qui concerne maintenant, pour revenir à ce que j'ai possédé comme moto, j'ai possédé un S3G, donc comme je vous l'ai dit, d'occasion, que j'ai conservé longtemps et que j'ai donné à mon frère, pour qu'il puisse aller au son boulot. Et puis après, j'ai eu un 6V que j'ai gardé longtemps, et on s'est baladé longtemps ensemble. On était donc pas encore mariés, mais si, on était mariés, je crois. Et puis donc... c'était une rouge Comment? La 125, c'était une rouge? Rouge. Oh, d'accord. Et j'aurais voulu un Pullman, mais c'était trop élevé pour mes finances. Le Pullman c'était une moto qui était très chère pour l'époque? Comment? C'était une moto de luxe pour l'époque? C'était une moto de luxe pour l'époque. C'était une moto considérée comme déjà une moto qui intéressait vraiment les fidèles de Monet Goyon, mais suffisamment argentée pour pouvoir se payer une belle moto carrossée. Voilà, et moi j'aurais voulu, j'ai essayé de récupérer certaines pièces prototypes pour m'en monter un à moi, mais j'y suis pas arrivé parce qu'il manquait trop de choses. Trop de choses pour avoir un Pullman complet à moi. J'ai pas pu l'avoir, bon, ça s'est terminé là. D'accord.
Bon, vous savez que l'année prochaine, ça va être les 100 ans, donc vous savez que vous êtes invité. On va essayer de choyer les ouvriers. Donc, je sais qu'on normalement va monter une grosse exposition. J'ai pas le droit d'en parler, il paraît que c'est secret, de toute façon que je sais pas ce qui va se passer. Donc. Mais je sais que le projet que le club voulait porter, c'était 100 ans Monet-Goyon, 100 Monet-Goyon à Mâcon. Donc normalement on devrait amener 100, voilà, si c'est toujours d'actualité, mais de toute façon il y aura un gros anniversaire, donc voilà, on espère vous retrouver là. Gérard Fussy m'en a parlé, bon, c'était... L'année prochaine, ça va être le centenaire de Monet-Goyon, donc ça va être la grande fête. Là. Vous avez encore des contacts avec des ouvriers? Comment? Vous avez encore des contacts avec quelques... Oh, il y en a plus. Moi, j'ai 85 ans. Et tous ceux que j'ai connus, eh bien... Ils auraient le même âge ou plus vieux? Je ne sais pas, non, je n'en ai... Parce qu'il y en a, c'est un ouvrier qui a donné votre nom à Gérard. Je ne me rappelle plus du nom, ça je pourrais vous le donner. Hugrel? Oui, je crois que c'est ça, oui. Monsieur Hugrel? Oui. C'était alors, donc Gérard est venu avec le fils de Monsieur Hugrel qui a travaillé chez Monet-Goyon. Il est venu l'autre de la semaine dernière. Hein. La semaine dernière, ils sont venus là, on a discuté longtemps. Hein. Mais c'est son fils. Son fils n'a pas travaillé chez Monet-Goyon. Alors, c'est pas Monsieur Hugrel. Le monsieur qui a donné votre nom, parce que moi j'ai discuté avec, c'est un monsieur que Michel Gagnère m'avait donné le nom, et sa femme également travaillait à l'usine Monet-Goyon, au secrétariat également. Mais je vous redonnerai le nom, je l'ai même dans la voiture. Aimé. Ah, peut-être, oui. Il habite donc... Qui habite maintenant, je crois, à La Roche-sur-Yon, pas très loin du musée Monet-Goyon. Ouais, ah oui, ça se peut, oui, ça se peut que ça soit cette personne-là. D'accord. Parce qu'autrement... Bon. Juste une petite question au niveau soudure, parce que je sais qu'il y a des fans de soudure sur le forum. Le soudeur, vous aviez un soudeur qui était très très fort au niveau de l'usine Proto. Il y avait un soudeur, vous m'aviez parlé d'un soudeur. Un soudeur qui était très très fort, malheureusement. Bon, j'ai essayé de rechercher dans tous mes documents des photos de ce soudeur qui, lui, a eu un S6V qu'il a gardé toute sa vie, absolument toute sa vie. Il avait attelé une remorque où il trimballait dans cette remorque son matériel de camping, son matériel de... Et on faisait des virées ensemble, moi avec mon S3G et lui avec son S6V. Et c'était un type qui n'avait pas son permis de conduire, il n'avait que son S6V où il trimballait absolument tout. Sa femme sur le Tansade, une grande remorque derrière où il avait son matériel de camping. On faisait du camping à cette époque. Bah oui. Et il a fait, je ne sais pas moi, au moins 70 à 80 000 km avec son S6V. D'accord. Et oui, ça n'a rien à voir, chose du coq à l'âne, mais je vous avais expliqué également que pour régler le carburateur, la Pullman rouge que j'ai, elle a des petits des réglages intermédiaires. Vous m'avez dit que le gars de Gürtner venait de Pontarlier, c'est ça? Et que lui, ça vous étonnerait pas qu'il ait monté des trucs sur le proto pour régler plus facilement la carburation? Je pense que oui, parce qu'à cette époque, bon, on était assujetti à Gürtner qui, lui, venait monter ses carburateurs, régler ses carburateurs et les modifier. Je pense que, d'ailleurs, à Pontarlier, chez Gürtner, ils doivent toujours avoir des documents permettant de voir tout ce qu'ils ont fait avec le montage de ces carburateurs et le réglage de ces carburateurs. Donc c'était une personne spéciale qui venait de Pontarlier? Écoutez, à l'époque, je pense que c'était un monsieur, mais comment s'appelait-il? Ah, vous m'avez donné le nom, ça je pourrais l'avoir, je l'ai le nom. Hein. Monsieur, ben, je l'ai perdu le nom, quelquefois il me revient, mais enfin, je ne l'ai pas revu depuis peut-être 50 ans. Hein. Non mais vous me l'aviez déjà donné le nom je l'ai noté, vous inquiétez pas. Le nom, vous l'avez noté, donc... mais je pense que si vous voulez faire des investigations plus approfondies, chez Gürtner Pontarlier, vous allez trouver un petit peu tout ce que vous voulez. Je ne sais pas si Gürtner existe. Voilà, non, je pense que ça n'existe plus. Ben, donc voilà, oui. Bon. On est à l'injection. Où il existe, vous allez trouver... Donc ce monsieur-là, il se déplaçait de là-bas, il se déplaçait de là-bas et il venait au prototype, régler, monter ses carburateurs, essayer des carburateurs. On passait des heures entières à régler, à regarder, à vérifier les nombres des tours moteurs, les ralentis,
le nombre de tours maxima. On faisait beaucoup de choses, quoi. On passait des journées et des journées et des journées entières. C'était pas un réglage de bidouiller de 2 heures. C'était vérifié au banc d'essai, c'était vérifié au montage, c'était vérifié en essai pratique dans les rues, sur route. D'accord. Alors c'était quelque chose de... On faisait ça sérieusement quand même, hein. J'ai une petite question. Il y avait, après les protos, les gens qui les essayaient, on les appelait les essayeurs, c'est ça? Les essayeurs. Et c'était un métier particulier? C'était, je dirais pas un métier particulier, mais c'était des gens qui étaient, si vous voulez, totalement différents de ce que l'on était au bureau d'études et ce que l'on était à l'atelier des prototypes. Ils étaient, eux, si vous voulez, un petit peu des, je dirais des mercenaires, mais enfin bon, c'était des gens qui ne voyaient que ce qu'on avait mal fait. Il n'est pas nous dire ben, c'est très bien, ça marche bien, c'est pas vrai. Ils cherchaient vraiment tous les petits trucs de façon à ce qu'on fasse quelque chose de potable, de quelque chose qui soit effectivement industrialisable et puis fabriqué en série sans pépin. Alors, une autre petite question. On avait parlé, vous savez que les prototypes n'avaient pas de plaque de cadre, mais un autocollant. Parce que comment ça se passait? Vous aviez une autorisation pour rouler et la plaque de cadre n'était que pour les motos de série. Les protos n'avaient pas de plaque de cadre alors? Les protos n'avaient pas de plaque de cadre, non. Mais je crois que, autant que je puisse me souvenir, nous avions une autorisation dans un rayon de 50, peut-être pas de 50 km, mais de 30 km, d'essayer les motos sans plaque de cadre, sans certification administrative au regard de la police. D'accord. C'était comme ça que ça se faisait. Bon, d'accord. Bon ben, je vais vous quitter. Je voulais juste un petit peu parler un petit peu des starlets parce que c'est quand même un petit peu la starlet qui a foutu dedans Monet Goyon au niveau de tout ce qui est financier et tout. Parce qu'il paraît qu'elle cassait. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la starlet? Cette starlet, c'était quelque chose de... C'était une... si vous voulez, il n'y avait pas de cadre. C'était une structure monocorde tout en tôle. Et il y avait certains endroits, dont l'arrière, il n'y avait pas de possibilité de mettre un siège arrière pour une seconde personne, parce que justement, toute la partie arrière, elle était relativement fragile. Et on ne nous a pas laissé le temps, nous, au bureau d'études, à l'atelier de prototype et aux essais, de refaire quelque chose de plus solide, de resolidifier cette partie arrière de façon à ce que cette machine, ça soit une machine absolument formidable, parce qu'elle était extrêmement facile à manier, elle était jolie, elle était légère, elle avait un moteur de 98 cm3, autant que je puisse me souvenir, et puis c'était une machine qui avait eu du succès parce qu'elle était très belle. Elle était très jolie et très maniable. Et les problèmes sont apparus quelques années après, les starlets? Alors, cette machine, malheureusement, elle a été étudiée, industrialisée, mais c'était déjà la fin de Monet Goyon, la descente, je dirais aux enfers, pas aux enfers, mais enfin, bon, c'était pratiquement la fin de la grande industrie Monet Goyon. C'est pour ça que cette machine, elle n'a pas pu continuer, parce que c'était une machine véritablement... Mais est-ce qu'on peut dire que c'est la starlet qui a donné une mauvaise réputation à Monet Goyon parce qu'elle cassait au niveau... Non, c'était un ensemble. C'était pas la starlet qui a précipité Monet Goyon dans l'oubli. Non, c'était pas du tout ça. Non, c'était un ensemble bon, de faits de l'époque, et il y a eu, autant que je puisse le croire, ça a commencé à être l'invasion des premières motos japonaises, et on s'est dit, enfin les directeurs à l'époque de Monet Goyon ont dit bon ben c'est foutu, maintenant
on ne pourra pas concurrencer les Japonais, donc ils ont laissé filer. C'est tout. D'accord. Alors je vous ai apporté cette pièce, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est assez bizarre qu'il y a des cames de freinage pour freinage à droite et à gauche. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette pièce? Eh bien, cette pièce, elle a été faite certainement à l'atelier de prototype pour un ou deux exemplaires pour essayer. Je ne me souviens plus très bien pourquoi, mais enfin, ce n'est pas une pièce de série, ce n'est pas une pièce qui a été industrialisée. Elle est simplement, c'est une pièce prototype. C'est une pièce prototype qui sert à un freinage à droite, un freinage à gauche. Je ne me souviens plus très bien. Et le ressort, alors parlez-moi du ressort. Parce que vous calculiez les ressorts au bureau d'études? Ah, absolument, oui. Les ressorts ont été calculés et le calcul d'un ressort était extrêmement difficile. Je calculais les ressorts et ensuite on faisait un ressort avec ce qu'on appelle de la corde à piano suédoise. C'est-à-dire c'est un acier extrêmement fin qui vient effectivement de Suède, hein, parce que les ressorts c'était quelque chose de très particulier. Il faut que l'acier ne soit pas un acier tout à fait courant, un acier au carbone. Il faut que ce soit un acier au chrome vanadium, hein, qui existait à l'époque uniquement en Suède, ce qu'on appelait un acier suédois. Donc vous ameniez de l'acier suédois pour faire les ressorts? Ah oui, oui, oui. Et d'après vous, celui-ci, il y a une chance que ça serait un ressort C'est un bon ressort. On avait à l'atelier de prototype, on avait un stock de ce qu'on appelle de la corde, ça s'appelle la corde à piano. D'accord. Hein, ces fils d'acier ressort est un fil qu'on appelle de la corde à piano, qui est assez spécial, comme je viens de vous le dire, et on avait un stock. On avait un stock de tous les diamètres et on se permettait de faire des ressorts. Hein. On avait une espèce de petit tour spécial, hein, qui nous faisait les ressorts au diamètre que l'on voulait. Et après, on chauffait un petit peu pour faire les entrées, les sorties du ressort. Alors vous vous, c'était votre travail. Cette pièce-là, d'après vous, est-ce que c'est une bidouille? C'est vraiment une pièce qui a été pensée et travaillée? Non, c'est une pièce qui a été faite uniquement pour les prototypes. Elle a été pensée au niveau du bureau d'études, elle a été réalisée, mais seulement elle n'aurait dû jamais quitter l'usine. D'accord. À mon avis, elle n'aurait dû jamais quitter l'usine. Donc le fait, on revient avec l'histoire, de fait qu'elle soit sur la moto rouge, maintenant que vous avez beaucoup de documents, que vous avez apporté des pièces et tout, qu'est-ce que vous en pensez vraiment de ce moto rouge? Est-ce que c'est pour vous définitivement un prototype? Ah, c'est un prototype. Incontestablement un prototype. Il y a trop de modifications dessus? Il y a trop de modifications, oui. C'est incontestablement un prototype. Ça n'est jamais sorti en série. Sauf, je peux me tromper, mais je n'ai jamais vu une moto comme ça sortir en série. C'est pas vrai. C'est pas possible. D'accord. Et au niveau comme c'était à l'époque, on est en 58 par là. Quand ça fermait, on peut dire que ces motos, elles sont restées. Qu'est-ce qui s'est passé en 59 au niveau des motos? Elles ont été sorties avant? Elles sont restées en l'état à l'atelier des prototypes, à l'atelier d'essai, dans différents ateliers qui ont été après démontés, et ça a été récupéré par des gens qui étaient amateurs de mécanique, c'est tout. D'accord. Mais par contre, on jetait jamais rien. Par contre, ça n'a pas été balancé à la ferraille, au pilon, c'est pas. À mon avis, non. Ça a été récupéré. Ça n'a jamais été balancé à la ferraille. Ça n'est jamais allé dans un dépôt d'ordures. Ça a été récupéré. Ça a été récupéré absolument par des gens qui connaissaient la moto, qui avaient des pièces de moto, qui avaient des motos. Et c'est quelque chose qui était, si vous voulez, à ce moment-là, assez prisé, parce que les gens avaient tous un petit peu de moto Montgomery et ils récupéraient des pièces pour en faire. Mais parce que l'usine était ouverte ou il y avait un administrateur, on achetait encore, comment ça se passait? Elle était à moitié ouverte, à moitié fermée. Ah. À la nouvelle usine, moi je suis parti à la nouvelle usine en 71, dans les années
je suis resté rue Rambuteau. Mais en 71, il n'y avait plus de Monégoyon. Non, il n'y a plus de Monégoyon. Ah, c'est une autre usine. C'était une nouvelle usine. Vous faisiez quoi, la nouvelle usine? C'était quelle société? Motostandard. Motostandard, on faisait à ce moment-là, à Motostandard, c'était racheté par les Allemands qui, eux, ont, avec nous d'ailleurs, avec le Conseil Général, a créé cette nouvelle usine ultra moderne pour faire, non pas des motos bien sûr parce que ça ne les intéressait pas, mais pour faire des motoculteurs, des microtracteurs. Elle était où cette usine? Tout ça. Elle était où cette usine? Alors cette usine, il en existe encore des débris maintenant, elle est au Bruyères à Mâcon, si vous voulez, au sud de Mâcon, au lieu dit Les Bruyères, hein, l'usine des Bruyères. Alors la question que je voulais vous poser, c'est que sur le cadre donc du prototype, il y a donc devant la potence là, il y a un décalcomanie Kohler Escoffier. Vous me dites, Kohler Escoffier ou Monégoyon, au niveau du bureau d'études, il n'y avait pas de différence pour C'était absolument identique. On différenciait, on avait pris un petit peu ces deux dénominations pour départager dans la mesure du possible certains revendeurs qui préféraient Keller Escoffier à Monégoyon et d'autres Monégoyon à Keller Escoffier, c'est tout. C'est simplement, c'était pour avoir, si vous voulez, une double marque que certains agents préféraient Monégoyon et d'autres Keller Escoffier, mais il n'y avait aucune différence sauf l'autocollant. Donc il n'y a pas, c'est pas que ça un décalcomanie Kohler Escoffier, ça vous paraît normal aussi? Tout à fait normal. Tout à fait normal. Alors bah écoutez, je vais de la part du club et puis je vous offre le livre de la virée. Montrez-le à l'écran, montrez-le, voilà. Je vous remercie beaucoup parce que ça m'intéresse passionnément. Alors je pense que vous allez bien rigoler alors le titre de ce livre, ça s'appelle le tome 4, c'est-à-dire c'est le 4e livre, voilà. Alors je vous souhaite une bonne lecture. C'est gentil à vous, hein. C'est gentil à vous. Oui, allez-y, vous avez retrouvé Vous m'avez posé tout à l'heure la question en ce qui concernait les carburateurs. C'était à l'époque donc Gürtner à Pontarlier et c'était un monsieur qui s'appelait monsieur Mailly, M-A-I-2-L-Y, qui s'occupait de fournir les carburateurs, les prototypes carburateurs, et qui venait lui-même les régler à l'atelier des prototypes. Et il restait combien de temps normalement? Il revenait pendant plusieurs semaines. Il revenait chaque fois un ou deux jours, mais plusieurs semaines de suite pour tout régler, tout mettre au point. D'accord. Voilà. À la maison, il y a du blanc.